Comment piloter la conformité RGPD de vos sous-traitants? C'est une super question qui m'a été posée récemment. Alors je voulais essayer de commencer à trier un petit peu les choses pour vous donner des éléments de réponse et vous aider à avancer de manière très pratique. Alors, la première remarque qu'on peut faire par rapport à cette question, c'est que d'abord, en fait, c'est pas à vous de piloter la conformité de vos sous-traitants. Alors, je vais apporter une précision. C'est au sous-traitant de piloter sa propre conformité RGPD. Pourquoi ? Parce que vous intervenez en tant que responsable de traitement. Et donc, vous êtes responsable de votre conformité RGPD et des choix de vos sous-traitants. C'est-à-dire que vous n'êtes pas... alors c'est un peu paradoxal, vous n'êtes pas responsable de la conformité de vos sous-traitants, mais vous êtes responsable du choix du sous-traitant. Et ça, c'est imposé par l'article 28 du RGPD, donc ça c'est une obligation. Lorsque vous êtes responsable de traitement et que vous allez recourir à des sous-traitants, vous devez impérativement choisir des sous-traitants qui présentent les garanties suffisantes au regard des risques et au regard du traitement que vous allez mettre en place. C'est-à-dire que c'est à vous d'évaluer le niveau de conformité du sous-traitant et de choisir le bon sous-traitant par rapport au traitement et aux risques que vont présenter un traitement donné à caractère personnel. Alors, ceci étant dit, ça nous amène à réfléchir un petit peu à la question comment est-ce qu'on choisit des sous-traitants qui sont bien, comment est-ce qu'on choisit et qu'est-ce qu'on fait avec les sous-traitants qu'on a déjà. En général, quand on arrive dans une organisation, il y a déjà tout un tas de... l'organisation utilise tout un tas de logiciels, utilise tout un tas d'outils en mode SaaS, et donc a déjà un tas de sous-traitants qui vont intervenir sur les données à caractère personnel. Et donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait pour gérer l'ensemble de ces sous-traitants et l'ensemble des personnes qui interviennent sur les DCP. Donc, pour vous aider à avancer, globalement, il faut répartir les choses en 3 cases. Donc, il y a 3 cases à faire. Alors d'abord, ce qu'il faut faire, c'est commencer à faire la liste de tous les sous-traitants qui interviennent sur tous les traitements de données à caractère personnel. Donc ça implique d'avoir un registre et d'avoir la liste de tous les traitements de données à caractère personnel que vous avez. Alors si vous n'avez pas un outil pour le faire, vous pouvez jeter un œil sur Legiscope. C'est un logiciel qui vous permet de faire ça très très rapidement. Et ensuite, à partir du moment où vous avez recensé tous vos traitements, eh bien là, on commence à regarder quels sont tous les sous-traitants qui interviennent dans ces opérations de traitement. Et par rapport à ça, ce qui est important ensuite d'aller regarder, c'est de voir effectivement où ils en sont de leur niveau de conformité. Alors, l'opération qui consiste à faire la liste de tous les sous-traitants qui interviennent sur les DCP n'est pas évidente du tout. Je vous donne quelques exemples qui sont un peu touchy, et ça vous fera réfléchir par rapport aux difficultés que vous pouvez rencontrer par rapport à ça. Notamment, un exemple qui est hyper intéressant, c'est l'exemple, j'ai fait toute une vidéo là-dessus, c'est l'exemple d'une avocate qui intervenait, elle, en matière elle était spécialiste en matière de propriété industrielle, donc elle avait beaucoup de brevets, etc. Et donc, on discutait, elle était venue en formation, et on discutait un petit peu par rapport à ces risques de manière générale, quels sont ces risques. Et donc, elle disait, bah voilà, en fait, a priori, mes risques en termes de conformité RGPD ne sont pas très très importants, parce que, voilà, moi j'ai essentiellement des clients qui sont en matière de propriété industrielle, donc on dépose des brevets, etc. Donc par rapport à ça, c'est très sensible, mais c'est pas très sensible en termes de protection des données à caractère personnel et RGPD. On ne traite pas beaucoup de DCP, c'est pas des DCP article 9, etc., etc. Et donc on commence à discuter un petit peu, et puis là, je pose la question, mais est-ce qu'il y a d'autres avocats dans votre cabinet? Elle dit oui, oui. Et on fait un peu la liste de tous les outils informatiques qui sont partagés. Et elle me dit, voilà, on a une imprimante sur laquelle qui est partagée avec tous les collègues, tous les autres avocats. Et effectivement, on s'est rendu compte que si elle, effectivement, ne travaille pas sur des données à caractère personnel très très sensibles, en fait, elle travaille avec des avocats pénalistes qui, eux, ont des dossiers relatifs à des crimes et des délits, donc des choses vraiment les plus sensibles, avec les pièces, donc des preuves, des éléments, des éléments extrêmement sensibles liés vraiment en termes de risque. C'est très très important pour la protection des droits et libertés des personnes. Et donc, toutes ces pièces, elles reposaient en partie sur le disque dur de l'imprimante. Et donc, par rapport à ça, on pose la question, est-ce que vous avez des sous-traitants qui interviennent sur l'imprimante? Elle dit oui, on a un service IT externalisé qui vient et qui fait des opérations de gestion et de maintenance de l'imprimante. Et donc là, vous voyez bien que dans cet exemple, on a
vraiment une problématique qui est critique en termes de protection des droits, des libertés des personnes, et donc qui est critique en termes RGPD, et le fait de ne pas avoir bien identifié ces sous-traitants comme intervenant sur des données à caractère personnel, eh bien, peut causer des risques très importants aux personnes, en disant, voilà, on n'a pas vu qu'il y avait sous-traitants, donc on n'a pas forcément vu qu'il y avait un contrat article 28 à lui faire signer, et donc, si on a raté ça, on risque de rater, ça risque de causer des problèmes monstrueux. Par exemple, le disque dur peut très bien être échangé à un moment donné à un autre. Vous avez toujours les pièces qui sont dedans, hein, donc les fichiers informatiques qui sont dedans, qui sont dupliqués sur le disque dur de l'imprimante. Et après, le disque dur se retrouve vendu sur eBay, ou etc. Et donc, voilà, ça c'est vraiment une source de risque absolument majeure. Donc, il faut faire attention à ça. Et pour ce faire, pour vous protéger, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est bien commencer à recenser toute la liste des sous-traitants que vous avez et vous assurer de bien savoir qui intervient sur les données à caractère personnel et à quel moment des opérations de traitement. Donc ça, c'est un point qui est très très important. Alors, à partir du moment... Et donc voilà, faites attention parce que c'est pas toujours simple de savoir. Il faut vraiment... on dégrossit les choses de manière du plus général au plus spécifique, mais de manière générale, il faut vraiment poser des questions pour savoir voilà, quelles sont les personnes qui interviennent, est-ce qu'il y a des données à caractère personnel ici et là, etc. etc. Donc c'est un petit peu de travail. Et une fois que vous avez fait ça, globalement, on répartit les choses en 3. Donc on a les sous-traitants qui sont très mauvais, on a les sous-traitants qui sont bons, et on a tout ce qui est entre deux. Donc les sous-traitants qui sont très mauvais, en général, il faut les évacuer parce qu'ils ne font pas d'efforts relativement à la protection des données à caractère personnel. Et à un moment donné ou à un autre, ça va vous tomber dessus. C'est-à-dire qu'on a de nombreux exemples aujourd'hui de jurisprudence ou de sanctions CNIL qui sont liés au fait que voilà, une entreprise, y compris des très grandes entreprises du CAC 40 par exemple, interviennent sur créer un système informatique, recours à des sous-traitants qui sont très médiocres. Et en fait, ces sous-traitants, ils vont causer un certain nombre de dommages et il leur tourne que c'est le responsable du traitement qui est responsable et donc et c'est lui qui va payer pour l'amende CNIL ou c'est lui qui va payer en termes de dommages à la marque qui peut être très important. Donc, si vous avez des gens qui ne sont pas du tout formés, si vous avez des gens qui sont... Alors, souvent, les choses auxquelles il faut faire un petit peu attention, des personnes, si vous travaillez avec des personnes hors de l'Union européenne, souvent, elles ne sont pas du tout formées à la protection des données à caractère personnel, que ce soit par exemple en Inde ou dans d'autres pays hors UE. Alors ça dépend vraiment de l'entreprise avec laquelle vous travaillez, mais voilà, ça devrait être quand même un drapeau rouge ou un voyant rouge qui s'allume en vous disant voilà, ils sont pas forcément très sensibilisés à ça. Et donc voilà, donc les très mauvais, on les évacue, on ne travaille pas avec des gens qui sont trop mauvais, ça va vous retomber dessus à un moment donné ou à un autre. Les bons, on les garde, évidemment, eux, ils ont fait des efforts, ils sont formés, ils ont mis en place des formations, etc. Ils ont développé des process de conformité, donc évidemment, on les garde. Et tout ce qu'il y a entre deux, et là, c'est vraiment pas facile d'arriver à déterminer voilà, comment est-ce qu'on peut essayer de faire évoluer ces sous-traitants pour s'assurer que eux puissent progressivement mettre en conformité leur système d'information. Là, en fait, plus vous allez avoir de risques, ça c'est à vous de faire l'équilibre, plus vous allez avoir de risques en termes de traitement que vous opérez, plus évidemment, va falloir soit pressuriser le sous-traitant, soit lui dire, voilà, soit changer donc là, c'est vraiment une analyse qui doit être faite en fonction du risque que vous allez avoir. Donc si vous traitez, je sais pas, si vous avez un système RH qui va faire du profilage et dans lequel vous allez, d'une manière ou d'une autre, traiter, par exemple, des données article 9, peu importe le cas, c'est pas très important. Mais là, vous allez vous dire, ok, là, c'est très sensible et donc on peut pas se permettre d'opérer un traitement de données à caractère personnel avec quelqu'un dont c'est pas vraiment le cœur de métier, dont la conformité RGPD fait pas partie de son cœur de métier. Vous avez une tonne de personnes qui aujourd'hui commencent vraiment à bien maîtriser les choses. Donc voilà. Et à contrario, si vous avez des risques qui sont très faibles, par exemple vous avez simplement une newsletter, là vous allez pouvoir dire ok, bon là on peut, il y a moins de risques. Donc on peut laisser un petit peu de temps, un peu plus de temps aux sous-traitants d'arriver à gérer les choses. Alors ça nous amène à une troisième question qui est comment est-ce que j'arrive à identifier la qualité d'un sous-traitant et comment est-ce que j'arrive à identifier son degré de maturité par rapport à la conformité RGPD. Alors, je vous ai fait une petite vidéo qui s'appelle 3 questions à poser à vos sous-traitants.
vous la retrouvez sur la chaîne. En fait, c'est 3 questions juridiques, on va dire à haute densité juridique, qui en fait sont destinées que vous pouvez poser à vos sous-traitants. Et en fait, vous allez vous rendre compte très rapidement que si le sous-traitant n'a pas fait de formation, si le sous-traitant n'a pas fait d'effort en termes de conformité RGPD, ils ne comprendront pas de quoi il s'agit. Et donc ils vont tourner autour du pot. Vous allez voir, j'ai déjà beaucoup de retours par rapport à cette vidéo où tout le monde dit voilà, on a utilisé ces 3 questions et ça marche vraiment très bien. Donc jetez un petit œil dessus, je vous mettrai le lien dessus, sinon vous cherchez sur la chaîne YouTube. Ça vous permettra d'avoir des questions très précises. C'est des questions qui relèvent de l'article 28. Donc en fait, pour rappel, lorsque vous avez une relation de sous-traitance entre responsable de traitement et sous-traitant, vous devez signer un contrat article 28 qui comporte tout un tas de prescriptions, il y a tout un tas de choses qui doivent figurer dans ce contrat. Et en fait, une bonne manière de détecter le niveau de conformité de votre sous-traitant, c'est de poser une question très précise par rapport à ce contrat, parce que sauf à avoir vraiment fait une formation, sauf à avoir vraiment creusé le sujet, vous ne pouvez pas faire illusion très longtemps sur ce sujet-là. Voilà, si vous n'avez pas été formé, vous allez pas comprendre de quoi il s'agit. Et donc, le fait de poser cette question, ça va naturellement permettre de trier les sous-traitants qui savent un petit peu de quoi ils parlent, donc il y a ils ont fait un minimum d'efforts, de ceux qui comprennent vraiment pas la question, le sujet, et donc ça vous permettra de déterminer avec qui vous pouvez travailler et avec qui il faut absolument pas travailler. Donc voilà, donc si la protection des données à caractère personnel n'est pas claire pour vous, jetez un petit œil aux formations que j'organise, je vous mets le lien ci-dessous sur la vidéo YouTube. Ça vous permettra on organise des formations régulièrement de 2 jours et des formations d'une journée qui sont très très pratiques dans les 2 cas. Alors, donc on est organisme de formation évidemment, et ça vous permet vraiment de déployer tous les processus de conformité relatifs au RGPD, soit dans votre organisation, soit dans l'organisation de vos clients, de sorte de pouvoir vraiment maîtriser vos risques et avancer de manière très pratique de ce côté-là. Je vous mets le lien ci-dessus. Et si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner. Et j'espère vous retrouver à bientôt. Ciao, ciao!